Angleterre-Hongrie 53, ce qu'on appelle le match du siècle. Mon petit Jérôme, sache qu'à l'époque, à Wembley, l'Angleterre a été invaincue, l'équipe nationale, invaincue contre une équipe du continent. C'est-à-dire que tous ceux qui verraient en Angleterre, il les mettait minables. Ils étaient tellement sur d'eux, les Anglais, qu'ils refusaient même de faire la Coupe du Monde. Genre, c'est pas pour nous, c'est un truc de minus. Nous, on est les inventeurs du football, on défonce tout le monde. Sauf que là, arrive la Hongrie. 120 000 personnes dans le stade à Wembley. La Hongrie, championne olympique en titre, invaincue depuis 24 matchs. Donc, face à cette Angleterre-là, qui gagnait à tous les coups sur d'elle. Et là, moins d'1 minute de jeu, le ballon récupéré par les Hongrois. Udekuti, crochet, frappe 1-0 pour les Hongrois. Donc ça part bien pour l'Angleterre. L'Angleterre égalise tout de même, mais va prendre la tempête avec donc Gustav Sebes qui ringardise l'équipe britannique. Alors tactiquement, l'Angleterre est perdue. Pourquoi ? Parce que l'Angleterre est en marquage individuel en permanence. Or, les Hongrois, qu'est-ce qu'ils font ? Ils dédoublent en permanence. 3 à 4 joueurs sont impliqués à chaque fois dans les mouvements offensifs. Il y a un faux numéro 9, Udekuti, donc qui fait vivre un calvaire à la défense anglaise. Les mecs sont dépassés. À chaque fois, il y a du surnombre. Que faut-il faire ? Est-ce qu'il faut décrocher pour le suivre ? Est-ce qu'il faut laisser de l'espace ? Derrière, tu as Puskas et Coxis qui sont à l'époque deux des meilleurs joueurs du monde. Donc, évidemment, tu laisses de l'espace à ces deux-là. Du coup, les Anglais sont à la rue. Ils perdent 6-3. Première défaite donc des Anglais chez eux dans l'histoire. Et la leçon, c'est la leçon du coach, Gustav Sebes. Donc, à l'époque, qui modernise le foot dans les années 50. Hein. Donc, les débats tactiques qu'on a aujourd'hui, ils existaient déjà à l'époque, avec le ballon en cuir, les pompes toutes pourries avec des crampons qui pesaient 200 kilos, là. Voilà, c'est la première révolution que vous développez dans le bouquin, Julien. Oui, la première évolution, alors sur le plan temporel, c'est parce que c'est la première pour laquelle on peut avoir accès à des matériaux suffisants pour vraiment l'analyser. Avec des vidéos d'époque, avant la Seconde Guerre mondiale, c'est plus compliqué. Et c'est vrai qu'en plus, l'impact de ce match a été immédiat, puisque le lendemain, la presse anglaise titre que le football ne sera plus jamais comme avant. Il y avait des entraîneurs français qui étaient présents au stade aussi, et Raymond Kopa aussi, qui disait que... Il y avait Giroud, il avait 45 ans. Pas, mais qui jugeait qu'en voyant ça, en fait, ils avaient tout à apprendre. Bobby Robson, à l'époque, qui était joueur et qui disait, mais ce match a complètement changé la manière de penser le foot. Donc ouais, l'impact en plus de ce match à l'époque a été immédiat. Et avec le recul, on peut déceler les traces de ce qu'on voit aujourd'hui en termes de jeu collectif, de jeu de passe, qu'on peut retrouver chez le Barça ou chez City aujourd'hui. Ça peut revenir de cette époque de la Hongrie qui, par rapport aux autres équipes dans lesquelles le foot était une succession d'actions individuelles plus ou moins, eh bien là il y avait une vraie notion de jeu collectif beaucoup plus poussée. Ouais. Parce que les Anglais étaient, tu le dis, dans le marquage individuel, mais eux, le football consistait à balancer le ballon et à en fait gagner le duel. Ouais, c'est être dans la bagarre, ça venait d'une tradition. C'était expliqué la façon dont les Anglais voyaient le foot dans un très bon livre. Comment ça s'appelait ? Éloge. C'était d'Olivier Guèze qui vient de gagner Renaudot pour quelque chose qui n'a rien à voir avec Strasbourg. Éloge de l'esquive. Éloge de l'esquive. Et Olivier Guèze a gagné le Renaudot pour l'excellent disparition de Joseph Mengele qui n'a rien à voir avec le foot. Et il racontait à quel point pour les Anglais ça venait un petit peu de sorte d'esprit chevaleresque. Il fallait qu'il y ait de la baston dans un match de foot, donc du contact. Et d'ailleurs ça les a poursuivis pendant des années, cette façon de voir le foot. Hein. Leur fameuse kick and rush, ça venait de là. Et les Hongrois, donc eux, ont proposé tout à fait autre chose. C'est un jeu en mouvement et des passes pour éviter le contact. Et c'est symbolisé. Ce que fait ensuite l'Ajax et le Barça, c'est inspiré de ça. C'est des enfants de tout ça. Ouais. D'ailleurs, après coup, Puskás avait un petit peu réécrit l'histoire en expliquant que c'était un prototype de football total où, soi-disant, tout le monde était censé attaquer et défendre. Quand on regarde les images, ça reste encore un peu plus segmenté quand même. On voit pas les défenseurs à l'attaque. On voit des embryons de pressing quand même dans cette équipe. Il n'y avait pas le Kurzawa hongrois. Pas encore totalement. Il y avait un peu plus de jeux offensifs et latéraux, mais pas totalement. Mais c'est vrai qu'il y avait déjà cette idée de dépassement de fonction, de permutation, de course croisée, alors qu'à l'époque, par exemple, les ailiers, Stanley Matthews, qui était en face chez les Anglais, lui, restait collé à la ligne de touche. Les Hongrois, qui étaient inconnus, eux, ils partaient dans tous les sens. Est-ce que vous avez retrouvé des textes où le mec explique d'où lui est venue l'idée, pourquoi il avait pensé à faire ça? Non, il y a très peu de textes qui sont disponibles de Gustav Sebes de premier ordre où il faudrait parler hongrois. On n'a pas cette chance. Il y aurait
pour pousser plus loin, on pourrait aller enquêter en Hongrie. Je sais que Jonathan Wilson, un journaliste anglais référence, lui est allé jusque-là. Parce que tous ces mecs-là, ils sont encore idolâtrés en Hongrie aujourd'hui, 70 ans plus tard. Hein. Ouais, il y a un bar, surtout après ce match, il y a un bar qui s'appelle le 6-3 par exemple. Il y a dans la station de métro qui mène au stade Ferenc Puskás, qui est le stade national à Budapest. Il y a des photos de cette époque-là. Exactement. Alors, ce qui est formidable, c'est que cette équipe se révèle au monde entier à cette occasion et devient favorite pour la Coupe du Monde 54. Exactement. Ils font un parcours de dingue. Et ils perdent en finale contre l'Allemagne. Le miracle de Berne. Le truc totalement inattendu. Ouais. Alors qu'ils mènent 2-0 au bout de 8 minutes contre les Allemands. Contre les Allemands. Il faut préciser qu'aujourd'hui, il y a des forts soupçons de dopage sur cette équipe allemande. C'est pas des soupçons, c'est vérifié. Ils avaient tous la jaunisse. Prenons les précautions. mais ouais, non, ça a été dit. Et c'est peut-être physiquement, finalement, qu'ils sont un petit peu effondrés dans ce match, avec aussi un Tony Turek incroyable. Si on regarde les grands moments de ce match, les arrêts sont impressionnants du gardien allemand, et finalement c'est à ça que ça tient. Une victoire, une défaite sur une grande compétition. Est-ce que ça aurait permis de mieux faire accepter, intégrer la Hongrie dans l'histoire du foot, dans l'esprit des gens, parce que c'est un perdant magnifique, mais est-ce que la victoire aurait permis d'aller mettre les choses plus loin? Ça joue finalement pas toujours à grand chose. Ce qui est absolument incroyable, c'est que les Hongrois de cette époque donc existent dans l'histoire du foot, avec en plus des joueurs qui sont allés jouer dans des grands clubs à l'étranger. Et c'est, à ma connaissance, je crois que je ne dois pas me tromper, mais dans les pays de l'Est, c'est le seul pays qui n'a pas retrouvé de belle époque. Les Bulgares ont eu une belle époque. En France, c'était un petit peu séduisant sur le. Les Bulgares ont eu une belle époque avec Stoïkov. Les Roumains ont eu l'époque Hadji. Les Yougoslaves, je t'en parle pas. Ils ont eu des magnifiques années. Mais les Hongrois, je sais pas comment, avec une histoire pareille à ce moment-là, une telle tradition qui est encore très prégnante chez eux, et puis le foot marche chez eux. Les gens vont au stade. Il y a une culture du foot en Hongrie. Et ben ils ont jamais eu. Il y a eu, je crois, ils ont dû faire la Coupe du Monde en 86, je crois, avec Detari. Là, c'est un joueur dont on parlait. Je crois même que Tapi le voulait à l'OM à une époque, il me semble. Mais ils ont rien eu. Ça s'est jamais repris. C'est très très bizarre. Très bizarre que dans ce pays, il y avait un club aussi qui m'a l'Onved Budapest. C'était le club de Puskás. Voilà. Et puis Ferencváros. Et puis rien. Gros club. Et puis rien.